I now give the floor to His Excellency Mr. Christopher Lutundula Apala Penapala, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Democratic Republic of the Congo. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants permanents des pays membres du Conseil de sécurité, je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement congolais, vous remercier d'avoir bien voulu organiser la séance d'aujourd'hui consacrée, j'allais dire, uniquement à la situation sécuritaire en RDC. J'observe, ou en tout cas, je comprends par cet acte l'intérêt que vos pays, et à travers vos pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies, portent au règlement rapide et définitif de la question de la sécurité et des questions humanitaires en République démocratique du Congo. Nous vous en sommes très reconnaissants, une fois de plus. J'ai suivi avec une attention particulière les différentes interventions qui m'ont précédé. Je note aussi, à travers ces interventions, une détermination et un engagement certain du Conseil de sécurité pour collaborer avec la RDC afin que, dans le plus bref délai, la triste expérience de l'agression, la triste expérience de souffrance endurée par mes compatriotes depuis 25 ans soit un souvenir et relégué dans les archives de l'histoire. Là aussi, je vous remercie. Je vais essayer, à travers cette intervention, de répondre à vos préoccupations et surtout de vous faire comprendre davantage le sens de l'approche du gouvernement de la République démocratique du Congo et du chef de l'État, approche qui se trouve dans la lettre que je vous ai adressée. Permettez-moi, Madame la Présidente, de vous demander d'ores et déjà ce qui suit. La séance est consacrée à la situation en RDC. J'ai été mandaté ici par le gouvernement et le président pour éclairer la religion de tout le monde et contribuer avec vous à la recherche des solutions. Il est clair que j'aurais souhaité intervenir à la fin de toutes les interventions pour donner les éléments de réponse et les éléments d'appréciation à tous. Et donc, je vous demande que, en cas de besoin, pas nécessairement, je puisse intervenir, même après mon intervention, ma présentation, pour justement nous permettre d'avancer objectivement et froidement avec le dossier. Madame le Président, mon intervention de ce jour devant votre auguste Conseil sera d'abord un bref rappel de la perception actuelle de la République démocratique du Congo sous la crise sécuritaire grave qui sévit depuis un quart de siècle dans sa partie orientale, plus précisément dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, victimes des activités criminelles des groupes armés terroristes dont le mouvement dit du 23 mars le 23, soutenu en matériel de guerre et en nombre de troupes par le Rwanda, agresseur de notre pays, connu des Nations Unies et personne ne le nie aujourd'hui. En effet, par ma lettre du 1er septembre en cours, adressée à votre autorité, Madame la Présidente, j'ai communiqué à votre haute institution la vision et les propositions du gouvernement de la RDC pour un partenariat, je souligne, un partenariat efficace, fructueux avec l'Organisation des Nations Unies afin de rétablir réellement et durablement la paix ainsi que la sécurité sur l'ensemble de notre territoire national. Ce qui, sans nul doute, contribuera à restaurer la confiance rompue
entre les Nations Unies et le peuple congolais et à redorer l'image ternie de notre organisation. Je confirme le contenu de cette lettre et remercie, comme je l'ai dit, le Conseil de bien vouloir s'y pencher en profondeur. Je le souhaite avec la plus grande lucidité et objectivité dans un esprit constructif. Madame la Présidente, permettez-moi donc de vous rafraîchir la mémoire en relevant qu'en décembre de l'année dernière, j'ai eu le privilège d'appeler ici, dans cette salle, l'attention des membres du Conseil sur le fait que les massacres des populations congolaises, les atrocités les plus barbares, les violences sexuelles faites aux femmes, le recrutement des enfants soldats, les violations massives des droits de l'homme et l'exploitation illégale de ressources naturelles de la RDC perpétrées par les groupes armés terroristes continuaient et s'amplifiaient à l'est de notre pays, et ce, en dépit de la présence au Congo d'environ 16 000 hommes de troupes de l'ONU pendant 25 ans et des milliards de dollars américains dépensés pour restaurer dans mon pays la sécurité et la paix. Je vous ai également alerté sur les vives tensions qui envenimaient les relations entre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, la MONUSCO, et les populations congolaises, plus spécialement celles des territoires ravagés par ces groupes armés et qui ne cessent, ces populations, jusqu'à ce jour, de reprocher à cette mission onusienne sa passivité et son incapacité avérée de le protéger contre ce groupe de criminels et de contribuer à mettre fin à l'insécurité quasi permanente dont ces populations congolaises sont victimes. Afin d'arrêter la dégradation continue de la situation, de donner les chances de réussite au processus de paix de Nairobi et de Luanda et de prévenir le pire, je vous ai, à l'époque, à la séance de décembre, non seulement suggéré de clarifier les mandats de la MONUSCO, mais aussi je vous ai signifié la préférence du gouvernement de la RDC de voir la MONUSCO concourir à l'imposition de la paix, peacemaking, et équipée d'un armement adapté aux défis et enjeux du moment face à une armée conventionnelle d'un État membre de l'ONU, les forces de défense du Rwanda, RDF, et à ses supplétifs du M23. Au demeurant, Madame la Présidente, cette demande recoupait la déclaration du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, à la presse internationale, plus précisément à la radio RFI et à la chaîne de télévision française France 24, reconnaissant avec beaucoup de sincérité, il faut le reconnaître, et un sens élevé de responsabilité, l'impossibilité pour la MONUSCO d'affronter les M23 en possession d'armes lourdes et plus sophistiquées que les siennes, d'une part, et d'autre part, en proposant, lui aussi le secrétaire général, de renforcer les mandats de la MONUSCO ainsi que ses équipements militaires pour qu'elle accomplisse ses missions statutaires de protection des populations civiles et d'appui au FARDC. Par ailleurs, j'ai, à la même occasion, toujours en décembre l'année passée, renouvelé la requête du gouvernement congolais au Conseil de condamner fermement l'agression de notre pays par le Rwanda et de sanctionner sévèrement les auteurs matériels et intellectuels des crimes de guerre et de ceux contre l'humanité commis sur notre territoire national. Cependant, et nous le regrettons, dans sa résolution 2666 du 20 décembre 2022, le Conseil de sécurité n'a tenu compte ni des préoccupations et propositions du gouvernement de la RDC, ni des conseils judicieux du secrétaire général de l'ONU. Il a tout simplement renouvelé les mandats de la MONUSCO sans aucun ajustement, comme si de rien n'était. À l'évidence,
cette attitude figée du Conseil de sécurité, fermant les yeux sur les réalités du terrain et ne prenant pas en compte les revendications légitimes des Congolais et rechignant à requalifier les statuts de la MONUSCO, n'a pas donné à la dynamique de la paix à l'est de la RDC une impulsion nouvelle. Bien au contraire, comme on pouvait s'y attendre, l'hostilité de la population contre la MONUSCO au Nord Kivu s'est accrue, plaçant malheureusement son personnel dans la psychose de l'insécurité et provoquant les incidents violents du 30 août dernier à Goma avec la mort de 42 Congolais, après ceux de juin-juillet 2022 à Goma, Beni, Butembo et Kasindi, au cours desquels 30 Congolais et 5 casques bleus ont perdu la vie. Comme en témoigne le dernier rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité en date du 2 août dernier, la situation sécuritaire au Nord Kivu n'a fait que se détériorer et la tragédie humanitaire s'est amplifiée, touchant à ce jour environ 5 millions de personnes déplacées. Il paraîtrait, d'après les rapports que j'ai eus ce matin, ce chiffre atteint déjà 6 200 000. La tension dans la région n'a pas non plus baissé. Garantie de l'impunité, le Rwanda et le M23 s'entêtent à ne respecter aucun engagement pris, à ne pas appliquer les plans de paix issus du processus de Nairobi et de Luanda, à ne pas se soumettre aux recommandations de la communauté internationale et à ne pas répondre aux appels répétés du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines et des partenaires bilatéraux au retrait des territoires congolais occupés. À ce jour, le Rwanda renforce ses troupes au Nord Kivu et je vous informe qu'il n'y a pas 2 heures, mon collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, venait de m'informer, même maintenant je viens d'avoir ces messages. Hier, dans la matinée, un hélicoptère de l'armée rwandaise a atterri à Rumangabo. Rumangabo, c'est au Congo. Les M23 refusent le précantonnement au camp de Rumangabo, le désarmement et le cantonnement dans les sites aménagés dans la province de Maniema avant son retour au processus de Nairobi et à l'intégration de ses membres au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Pour tout dire, le processus de règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC est dans l'impasse et dans la région des Grands Lacs est aujourd'hui dans l'impasse et totalement bloqué par le Rwanda et les M23. Je crois que Mme Bintou vous a informé de la mésaventure de l'EAC, de FARDC et de la MONUSCO qui voulaient aller à Rumangabo et à Bunagana voir la possibilité de faire le précantonnement des M23 comme convenu. C'est que d'aucuns considèrent à tort comme une accalmie, comme un cessez-le-feu, n'est en réalité qu'un simulacre de cessation des hostilités de la part du M23 et de son géniteur, le Rwanda, mieux un enlisement qui leur permet de consolider l'occupation de la province congolaise du Nord Kivu par l'armée rwandaise et la tentative de partition de notre pays. Madame la Présidente, je le répète une fois de plus, à la suite de notre chef de l'État, le peuple congolais, son président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son gouvernement ne peuvent jamais accepter un tel martyre et une telle infamie auquel aucune fatalité ne le prédestine ni le condamne. C'est pourquoi, afin d'éviter de tourner en rond, alors que la gravité de la situation exige célérité et efficacité dans l'action,
notre gouvernement a opté pour l'accélération du retrait de la MONUSCO, il faut le rappeler, le retrait décidé par le Conseil de sécurité depuis 5 ans dans sa résolution numéro 2409 du 27 mars 2018, et cela en ramenant le démarrage de ce retrait progressif, je dis bien progressif, ordonné, responsable et durable, de la fin de l'année 2024 à celle de l'année 2023 en cours. Je voudrais insister, mesdames et messieurs les membres du Conseil, qu'on ne doit pas confondre accélération avec précipitation. Non, nous avons déjà décidé du retrait. Le programme de transition a déjà été adopté par le Conseil de sécurité. Ce qui est resté, ce sont les modalités de retrait. Et là, je ne reviens plus, la lettre que je vous ai écrite a bien exposé les faits. Ces réaménagements tactiques que le gouvernement congolais propose du retrait de la MONUSCO visent les objectifs ci-après. 1. Désamorcer la tension toujours croissante entre la MONUSCO et la population civile et éviter de reproduire les tristes expériences d'un retrait précipité, forcé et parfois dans la violence des troupes de l'ONU. Sur ce plan, l'ambition du président de la République et du gouvernement congolais est que notre pays soit un modèle de retrait réussi, de retrait honorable des troupes des Nations Unies d'un pays africain. Deuxième objectif, prévenir la répétition des incidents dramatiques de Goma, Beni, Butembo et Kasindi que vous connaissez bien. Troisième objectif, assurer une sortie honorable à la MONUSCO et préserver les acquis de son action en RDC. Il y a eu un travail qui a été fait par la MONUSCO. On ne peut pas nier ça. 4. Restaurer la confiance entre la population congolaise et les Nations Unies, recrédibiliser les Nations Unies et redorer l'image de l'ONU dernier. 5e objectif, expérimenter d'autres mécanismes de partenariat avec l'ONU pour la paix, mieux élaborés et plus efficaces sur base des besoins réels et des priorités actuelles de la RDC afin de résorber la crise sécuritaire et humanitaire dans les pays et dans la région des Grands Lacs. À ce sujet, il est essentiel de rappeler que la priorité et l'urgence du moment pour la RDC en matière de sécurité sont la fin de l'agression rwandaise et le retrait de ses troupes du Nord Kivu, l'éradication de groupes armés terroristes au Congo, dont les M23, le retour des populations déplacées à leur domicile, la restauration de l'autorité de l'État congolais dans les territoires occupés par les M23, l'organisation des élections sur l'ensemble du pays et la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. En un mot, notre priorité des priorités, c'est la restauration de la paix et de la sécurité dans tous les pays. C'est ici le lieu d'affirmer qu'il est temps que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, tirent les leçons de ces interventions en Afrique et changent de paradigme quant à ces missions de paix dans notre continent. Nous avons besoin d'une réflexion approfondie et nous ne pouvons pas nous faire l'économie de cette réflexion sous quelque prétexte que ce soit. Vous remarquerez que pour le gouvernement de la RDC, il ne s'agit pas d'une simple reconfiguration de la MONUSCO. Nous commettrions une erreur. Vous commettriez une erreur, mais c'est les membres du Conseil, en donnant l'impression que, quelque part, même par malentendu, que l'on voudra
aller dans une perspective d'une MONUSCO bis. Ce serait pas une erreur, mais une faute. En vue d'atteindre les objectifs ci-dessus, le gouvernement la plus démocratique du Congo demande avec insistance au Conseil de sécurité, d'une part, de s'inscrire dans la logique du retrait que nous avons déjà décidé, mais un retrait accéléré, et je l'ai dit, non précipité. Un retrait de la MONUSCO qu'il importe de démarrer, à notre avis, au plus tard, je dis bien de démarrer, au plus tard les 23, la fin de 2023. Accélération du reste. Vous remarquerez dans les rapports du secrétaire général, cette accélération est aussi préconisée par le secrétaire général de l'ONU dans son dernier rapport pré-rappelé. Et d'autre part, nous demandons au Conseil d'instruire le secrétariat général d'engager en urgence les discussions avec le gouvernement de la RDC dans le cadre du comité conjoint. Le comité conjoint, rappelez-vous, qui est déjà institué par la résolution 2409 du 27 mars dont j'ai parlé et les discussions sur les matières ci-après. Ce sont ces discussions qui ont manqué. Je prends Mme Bitou à témoin pour que nous puissions avancer avec le processus de retrait depuis 5 ans. Sur les matières ci-après. 1. C'est du concret, ça. L'élaboration par l'état-major des forces armées de la RDC, FARDC, et le commandement des forces armées de la MONUSCO du plan de désengagement et du chronogramme de retrait, encore une fois, progressif et ordonné des troupes onusiennes. 2. La définition de modalités pratiques des transferts graduels des activités assurées actuellement par la MONUSCO aux agences traditionnelles, je les appelle traditionnelles, fonds et programmes de l'ONU, ainsi qu'au gouvernement de la RDC. 3. La diminution progressive des effectifs de la MONUSCO. 4. L'élaboration du plan opérationnel de la mise en œuvre du retrait. 5. La définition précise des tâches à accomplir par la MONUSCO pendant la transition au titre des 4 jalons retenus dans les plans de transition révisés, à savoir la sécurité. Qu'est-ce qu'on attend désormais de la MONUSCO en matière de sécurité? La protection de la population civile. Quelles sont les tâches à accomplir pendant la transition? L'accompagnement électoral, ça marche et c'est très bien. Et puis le programme PDDRCS. Ces activités que je mentionne, comme je l'ai dit dans la lettre, ce sont des activités préparatoires indispensables pour donner un contenu réel au retrait, visualiser le retrait et surtout prendre l'ampleur, prendre la mesure exacte de l'ampleur des tâches à accomplir. D'autant plus qu'au mois d'octobre qui va commencer, que je sache, au niveau des Nations Unies, on va aborder les budgets notamment de projets et de programmes et des agences. Donc, c'est le moment de faire ce travail pour qu'il soit intégré dans la perspective du retrait. Les rapports des travaux du comité, d'après le gouvernement congolais, du comité conjoint MONUSCO-RDC, sur les questions fondamentales ci-dessus, devra être déposé au gouvernement de la République et au Conseil de sécurité au plus tard à la fin du mois d'octobre prochain. Vous comprenez, je viens de vous expliquer pourquoi nous faisons cette proposition. Il va de soi que le retrait de la MONUSCO étant progressif sera évalué régulièrement et les difficultés qui surgiront en cours d'exécution seront examinées conjointement par les 2 parties congolaises et onusiennes pour des solutions idoines. Notre gouvernement
attend en outre du Conseil de sécurité que lors de sa session du mois de décembre prochain, il tire toutes les conséquences de la nouvelle approche du retrait de la MONUSCO dans la résolution qu'il adoptera sur son statut. Madame la Présidente, pendant les échanges sincères que la délégation qui m'accompagne et moi-même, nous avons eu depuis la semaine dernière en bilatéral avec les représentants de 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, ces 3 pays africains non membres permanents et le président du Conseil, ainsi que les délégués des autres États membres de l'ONU, nous avons noté avec satisfaction que le consensus se dégage quant au fond sur le retrait accéléré et échelonné de la MONUSCO. Cependant, 2 préoccupations permanentes sont revenues comme leitmotiv dans les déclarations des interlocuteurs, comme tout à l'heure, à savoir la protection des populations civiles après le départ de la MONUSCO et la coordination des initiatives régionales pour la gestion de la crise sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu. Nous remercions tous nos partenaires, je venais de le dire, pour l'intérêt qu'ils portent sur le retour de la paix et la fin de la guerre dans ces 2 provinces, ainsi que pour leur marque de solidarité avec le peuple congolais. Au nom du président et du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais rassurer tous de ce que non seulement nos dirigeants qui ont le devoir constitutionnel de sécuriser tous les habitants de notre pays sont suffisamment conscients des problèmes soulevés, mais aussi des dispositions efficaces ont été prises afin que, avec les populations elles-mêmes, leur sécurité soit prise en charge par nos forces de défense et de sécurité. Étant entendu, bien sûr, qu'il n'y a pas moyen plus sûr de sécuriser les populations que de mettre fin à la guerre. Il n'y a pas moyen plus sûr de garantir le respect des droits de l'homme, de garantir la stabilité des institutions congolaises, ne nous trompons pas, que de mettre fin à la guerre. Tout le reste n'est que palliatif. En fait, à y voir de près, c'est justement la protection de la population civile qui est au cœur de la demande de retrait accéléré de la MONUSCO par les populations elles-mêmes. Quant à la coordination des initiatives de paix régionales, il convient de rappeler que sous les auspices de l'Union africaine, UEA, les sommets conjoints des chefs d'État de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Luanda le 27 juin 2023, a institué une quadripartite des communautés régionales ci-dessus qui coordonnent et harmonisent leurs initiatives en RDC. C'est dans ce cadre que les chefs d'état-major des forces respectives et celui de la FRDC se réuniront la semaine prochaine, le 4 octobre, à Addis Abeba, pour examiner toutes les initiatives en cours et convenir des actions à entreprendre pour dégager toutes les entraves au règlement du conflit armé en RDC. Pas plus qu'hier, Madame la Présidente. Les chefs d'État des pays membres de l'organe sécuritaire de la SADC se sont réunis et ont convenu des modalités pratiques de déploiement de la force régionale de la SADC en RDC. Cette initiative vient de faire en fait une avancée significative. Et quoi qu'il en soit, la RDC n'entend point rompre avec les Nations Unies, ni avec les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux désirés d'appuyer les efforts internes selon les formes convenues avec notre gouvernement. Mais, Madame la Présidente, ce serait manquer de sagacité et contraire à la vérité que de considérer, à tort, que le retrait de la MONUSCO est une fin en soi et une panacée à l'insécurité ainsi qu'aux violences récurrentes à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ce retrait participe plutôt à la facilitation
aux efforts de déblocage d'un processus de paix très laborieux et fort complexe, délibérément bloqué par le Rwanda et ses sous-préfets du M23, qui continue ainsi à défier le peuple congolais et à narguer la communauté des nations. Ces pays voisins, ces groupes armés terroristes, ont transformé le Nord Kivu en une poudrière qui n'attend qu'une étincelle pour embraser de nouveau cette province martyre depuis 2 décennies et demie. Comme en témoigne l'évolution du secrétaire général de l'ONU, dans son récent rapport dont nous avons parlé, la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est demeure catastrophique. Au niveau international, ces constats du secrétaire général interpellent sans doute au premier chef votre Conseil de sécurité, notre Conseil de sécurité, organe central des Nations Unies en matière de paix et de sécurité internationale. C'est pourquoi, Madame la Présidente, la République démocratique du Congo appelle le Conseil de sécurité à sortir de sa torpeur pour assumer ses responsabilités statutaires. En effet, pour paraphraser notre président de la République, dans son adresse à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 septembre en cours, il est inadmissible et injuste, notamment, que plusieurs rapports de groupes d'experts mandatés par l'ONU elle-même pour enquêter sur la situation sécuritaire en RDC, dûment déposés au Conseil, moisissent dans ces tiroirs depuis plusieurs années sans être examinés, que des personnes citées dans ces rapports comme responsables et récidivistes des crimes graves contre l'humanité, des crimes de guerre et des violations massives des droits de l'homme au Congo restent impunis dans le silence total du Conseil, comme si, quelque part, on voulait encourager ces criminels à poursuivre leurs actes criminels. Il y a eu des massacres à Kishiché et dans d'autres localités, à Rutshuru. Aucune enquête n'a été entamée. Ces dossiers sont dans les oubliettes. C'est pourquoi le gouvernement de la RDC a déposé, le 19 septembre courant, à la présidence du comité de sanctions de l'ONU, assuré par la République du Gabon, les noms des personnes et entités citées dans ces rapports susmentionnés pour leur inscription sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité. Notre pays espère que cette fois-ci, le Conseil daignera s'y pencher sérieusement et suivra les bons exemples du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui a sanctionné le Rwanda pour son soutien au terrorisme des M23 et l'exemple aussi de la France qui vient de sanctionner 2 dirigeants du même groupe et des criminels de forces démocratiques pour la libération du Congo. Quant aux élections, je confirme les propos du chef de l'État à la 70e session de l'Assemblée générale. Elles auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel le 20 décembre prochain. Elles seront, rassurez-vous, transparentes, inclusives et libres. Tout celui qui remplit les conditions légales sera admis à y participer. Il convient de vous informer que, à la date d'aujourd'hui, toutes les familles politiques et les indépendants ont déposé leur dossier de candidature à la CENI et la Cour constitutionnelle a vidé le contentieux des candidatures. Depuis 3 jours, les listes définitives des candidats aux élections provinciales, les législatives nationales et communales sont en train d'être publiées. Le dépôt de candidature à l'élection présidentielle est en cours. En plus, nous avons invité les Nations Unies à envoyer une mission d'observation électorale au Congo. Le département politique des Nations Unies s'est rendu au mois de mars et a eu un programme de travail avec la CENI. Donc, du côté des élections, pour faire court, je crois que vous devez vous apaiser. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres du Conseil, l'Organisation des Nations Unies est avant tout l'expression d'un vouloir vivre en commun des peuples de notre planète, fondé sur un minimum de partage des valeurs fondamentales, notamment la justice, le respect des droits humains, le respect mutuel,
la solidarité et l'humanisme. Vous avez la lourde responsabilité de faire triompher ces valeurs et de garantir la paix dans le monde. Vous avez les capacités juridiques, politiques et matérielles de contraindre toutes les parties récalcitrantes à mettre intégralement en œuvre la feuille de route issue des processus de Nairobi et de Luanda que vous avez approuvé et d'arrêter par conséquent l'enlisement dangereux en cours dans la crise sécuritaire en RDC. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de dire le droit international, les droits en sanctionnant l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes du 1-23 sur le territoire congolais, ainsi que les crimes des autres groupes armés. Il est grand temps de hausser le ton en sommant sans équivoque aussi bien le 1-23 de déposer les armes, d'aller au cantonnement des sites prévus à cet effet, de s'intégrer dans le PDDRCS, aussi bien aussi les 1-23 que le Rwanda a retiré sans condition ses troupes du Congo et a cessé son soutien 23. Quant au FDLR, le gouvernement congolais fait à la communauté internationale une proposition simple. Les membres du FDLR ne sont pas des citoyens congolais. Pourquoi le Conseil de sécurité ne peut-il pas concevoir un plan d'éradication des FDLR pour l'exécution duquel la RDC est prête à participer activement? Nous vous tendons cette main-là. Pour sa part, la RDC n'a pas failli à ses engagements. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays et assurer le bien-être de notre population. C'est pourquoi, dans les plus brefs délais, nos compatriotes forcés au déplacement intérieur par la guerre nous imposée par le Rwandais le 1-23 rentreront à leur domicile pour y exercer leur droit légitime d'élire leurs dirigeants à tous les niveaux et ne peuvent plus continuer à vivre comme du bétail dans les camps de fortune des déplacés. L'autorité de l'État sera restaurée dans les territoires occupés par nos agresseurs. Pour terminer, je vous réitère la plus grande importance que notre chef de l'État et notre gouvernement attachent aux bonnes relations avec l'ONU et leur conviction profonde que c'est en étroite collaboration avec les Nations Unies, dans la compréhension mutuelle, l'harmonie, la sincérité et avec plus de volonté politique qu'il sera possible de restaurer durablement la paix et la sécurité, tant à l'est de notre pays que dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. À cet effet, rassurez-vous, la RDC reste à la disposition du Conseil de sécurité. Je vous remercie. I thank His Excellency Mr. Lutundula Apala Penapala for his statement.